Alors, ce poids est considérable, mais il faut bien comprendre que c'est un très très long processus. C'est-à-dire qu'il faut remonter au moins aux années 80, peut-être même avant, pour voir la mise en place de la majorité morale à l'époque de Jerry Falwell, qui était un fondamentaliste, un évangélique pur et dur, et qui travaillait pour Reagan, contre Carter, un autre évangélique, mais Carter ne plaisait pas, parce que pour les évangéliques conservateurs du Sud, Carter était trop à gauche, trop social gospel, l'évangile social, et surtout, Carter avait beaucoup poussé pour la déségrégation des écoles publiques dans le sud des États-Unis, ce qui ne plaisait pas aux évangéliques purs et durs, et qui ont lancé un programme d'écoles privées, qu'on appelait des académies chrétiennes, des écoles privées, qui étaient destinées à, dans le fond, se substituer aux écoles publiques et maintenir la ségrégation raciale. Donc ça, c'était un objectif clé. Et puis là-dessus, c'est enchaîné aussi, comme ça faisait un peu raciste de dire on veut pas de déségrégation, les évangéliques ont trouvé bon de parler aussi de sujets liés à la sphère morale et de l'avortement, parce que la décision d'avortement, c'est plus ancien, c'est 73, Roe v. Wade. Et curieusement, lorsque cette décision est prise, les évangéliques du Sud ne sont pas très impressionnés, ils n'en parlent pas beaucoup, ça n'est pas un problème pour eux. Le Southern Baptist Convention, qui est la plus grande église évangélique du sud des États-Unis, la deuxième par importance après l'église catholique, le Southern Baptist Convention, qui est une fédération d'églises protestantes évangéliques, était plutôt favorable ou pas indisposée par la décision qui légitimait l'avortement. Alors, on décide donc, on va lutter contre la ségrégation pour maintenir la ségrégation scolaire, puis pour donner un peu un cash pour dire que la question morale nous intéresse aussi, on va se mettre à dénoncer Roe v. Wade et dénoncer les politiques d'avortement de la Cour suprême. Donc les deux vont se mettre ensemble et sur une période très très longue avec des réseaux sociaux, des financements publics, une campagne dans les méga churches, etc. Il y a toute une campagne qui va donner de plus en plus d'importance à la question de l'avortement. Ça va rebondir à chaque élection américaine jusqu'à l'élection de Trump en 2016. Et à ce moment-là, ça va devenir clé. Mais il faut bien comprendre que cette influence du mouvement évangélique, elle se combine avec une espèce de fusion, de collaboration entre les évangéliques et les catholiques très conservateurs, et l'exigence que le président nomme des catholiques conservateurs à la Cour suprême. Et alors que va faire Trump? Un de ses premiers actes, c'est de s'engager, de promettre, de dire grâce à moi, il y aura peut-être une majorité d'évangéliques, ou pas d'évangéliques, parce qu'en fait, il n'y a pas d'évangéliques vraiment à la Cour suprême, ce sont des catholiques. La majorité des juges de la Cour suprême, 5 sur 9, sont tous des catholiques très conservateurs. Et le génie de Trump, c'est de nommer 3 catholiques pour faire basculer la majorité qui était progressiste dans le camp conservateur. Et c'est ça que Trump a réalisé, c'est extraordinaire. Il a pu, dans un seul mandat présidentiel, il a nommé 3 juges conservateurs catholiques et dont le principal objectif était renverser Roe v. Wade, donc criminaliser à nouveau l'avortement, ou en tout cas déplacer le sujet en disant que ce n'est pas le rôle de la Cour suprême, c'est aux États de décider. On va donc invalider la décision Roe v. Wade, et c'est ce qui s'est passé cette année, donc avec la décision dite Dobbs, l'arrêt Dobbs. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé avec la décision de la Cour suprême qui vient d'être rendue, donc cette année en 2022, qui invalide, qui abolit Roe v. Wade, qui faisait de l'avortement un droit, une liberté, un droit à l'avortement. Pour comprendre comment on en est venu là, après d'ailleurs une longue jurisprudence de 73 à aujourd'hui, il y a plusieurs autres arrêts qui confirmaient en fait la jurisprudence de Roe v. Wade. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Dobbs? On a une majorité de juges très très conservateurs, catholiques, qui vont défendre, qui sont des originalistes. C'est quoi un originaliste? C'est quelqu'un qui insiste sur une lecture littérale de la Constitution des États-Unis et du Bill of Rights, des amendements,
et qui s'intéresse pas seulement au littéralisme, mais aussi au contexte, aux intentions des rédacteurs des différents articles de la Constitution des États-Unis, rédigés en 1786, et de Bill of Rights, et notamment le 14e amendement qui donne la citoyenneté aux anciens esclaves, qui leur garantit la citoyenneté. Le 14e amendement est rédigé en 1868. Et pour un originaliste, Alito, qui est l'auteur de la décision majoritaire, en 1868, effectivement, il est question de liberté, de citoyenneté, de due process of law, de procédure légale régulière, mais liberté, ça veut dire quoi en 1868 donc le juge Alito, liberté, ça concerne uniquement les anciens esclaves et il n'est pas question de droit à la contraception, de droit à l'avortement, de droit au mariage gay, etc. Ça n'entre pas là-dedans. Roe v. Wade s'appuyait sur la notion de droit à la vie privée ou droit à l'intimité. Alors ce droit à la vie privée, d'où vient-il? Et s'oppose donc aux originalistes, d'autres juges que moi j'appelle des modernistes, qui estiment qu'on ne peut pas rester figé dans le passé, que très bien, en 1868, il s'agissait de donner la citoyenneté aux Noirs, mais les Noirs d'abord c'était des hommes, il n'était pas question de femmes, les femmes étaient traitées comme des mineurs, la question de l'autonomie corporelle des femmes, tout ça était complètement oublié ou négligé par les rédacteurs de 14e amendement, et donc il faut moderniser la Constitution, et comment on le fait? Eh bien, on invoque des grands principes, notamment le principe de liberté qui est signalé dans le 14e amendement, et on va dire, voilà, aujourd'hui, la liberté, aujourd'hui, c'est pas ce que ça voulait dire en 1868, aujourd'hui, la liberté, ça comprend droit de contraception, droit à l'avortement, droit au mariage gay, droit aux relations sexuelles entre personnes de même sexe, tout ça, ça fait partie d'une évolution du droit, et c'est comme ça que nous lisons les textes anciens. Mais ce point de vue-là, que j'appelle moderniste, a été renversé par le juge Alito, qui lui tenait à son interprétation originaliste, et en fonction de ça, a balancé tous les autres droits et a renversé le droit à l'avortement. Donc le droit à l'avortement, pour lui, ça ne peut pas être trouvé dans le texte de la Constitution, et donc on annule la décision et on dit aux États de se débrouiller eux-mêmes. Voilà. Donc on renvoie la balle aux États. Il faut peut-être faire une comparaison avec nos sociétés à nous, en tout cas la société française, que je connais le mieux. Dans la société française, ou irlandaise, ou espagnole, ou italienne, la question du droit à l'avortement, c'est une question qui est décidée par les parlements. En France, on a passé la loi Veil, et le problème depuis est réglé. Personne ne parle du droit, de la remise en cause du droit à l'avortement dans les élections françaises. Il n'y a même pas un curé ou un prêtre ou une religieuse qui va se plaindre de la décision Veil. C'est décidé, c'est le Parlement, on en reste là. Alors, pourquoi aux États-Unis on n'a pas choisi cette solution simple qui serait le Parlement, le Congrès décide de la question du droit à l'avortement pour toute la nation? Pourquoi passer par des juges? Et la réponse là, c'est qu'aux États-Unis, trop souvent, avec la difficulté de trouver une majorité solide ou un consensus entre républicains et démocrates, bien on fait l'impasse sur les grands sujets. C'est-à-dire les grands sujets, l'avortement, mais aussi la peine de mort, le port des armes, tout ça sont des sujets qui ne sont pas traités de façon définitive par le Congrès, et par manque de décision nationale, qu'est-ce qui se passe? Par défaut, je dirais, la Cour suprême va prendre, ou les tribunaux, puis il y a toute une série d'appels, ça va jusqu'à la Cour suprême, les tribunaux vont donc se substituer à un Parlement qui n'a pas fait son travail. C'est ça qui se passe. Alors là, avec le point de vue des originalistes et d'Alito, la balle, je disais, revient aux États. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Les effets immédiats sont une guerre entre les États, une Amérique divisée en deux, avec des États progressistes, plutôt la Californie, l'Oregon, l'État de Washington, et sur la côte Est, le New Jersey, le New York, Vermont, sont des États donc, où il y a une population très très nombreuse, et des États qui restent favorables à l'avortement, ce qui est des variations. Il faut bien s'entendre, quand on dit droit à l'avortement aux États-Unis, c'est jamais un droit absolu. Le droit à l'avortement, c'est
Oui, mais il y a certaines limites dans le temps, inscrites dans le temps. Roe v. Wade disait pas d'avortement après 23 ou 24 semaines. Ensuite, il y a la jurisprudence Casey qui dit pas d'avortement après la 15e semaine, etc. Donc il y a toujours une limite, mais il y a aussi la question, l'avortement est-il possible en cas d'inceste, en cas de viol, en ce qui concerne la santé de la femme, etc. etc. Donc c'est toujours, il faut confronter le point de vue de la femme qui souhaite mettre fin à une grossesse non désirée et le point de vue de l'État, du gouvernement qui, dans tous les cas, impose encore des limites, mais ces limites varient. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les États progressistes qui sont pour une libéralisation presque complète de l'avortement, et puis les États conservateurs dans le Sud et le Midwest, où les évangéliques pèsent beaucoup, mais pas seulement les évangéliques, les catholiques conservateurs aussi, et ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? On veut pas d'avortement dans aucun cas possible, même en cas d'inceste ou de viol, et on va avoir une énorme cacophonie avec toute une variation de degrés. On interdit complètement, un peu, pas du tout, et donc ça va créer une énorme cacophonie, une guerre entre États qui va être très pénible pour qui? Pas toutes les femmes riches qui vivent dans des États progressistes, il n'y aura pas de problème, ça sera comme avant, mais des femmes pauvres, les femmes qui appartiennent aux minorités ethniques, qui viennent surtout d'États très conservateurs du Sud, qui eux vont interdire complètement ou presque complètement l'avortement, celles-là vont souffrir le plus, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si elles désirent un avortement, il faudra quoi faire? Aller très loin. Si vous êtes dans le Mississippi et dans l'Alabama, il faudra aller dans des cliniques de l'Illinois, c'est un sacré voyage, ça coûte cher. Ou alors avoir recours à des avortements clandestins avec tous les risques que ça entraîne pour la santé et même la vie de la femme. Donc ça pose des problèmes considérables de contradiction entre États, problème augmenté par la décision révoltante, mais qui existe dans plusieurs États, notamment Oklahoma et le Texas, de mettre en place un système de délation où si vous savez que quelqu'un aide une autre personne à obtenir un avortement ou à consulter un médecin qui lui-même va conseiller sur l'avortement ou acheter même la pilule abortive, tout ça peut être mené à une dénonciation et un procès. Et le dénonciateur est payé par l'État. Dans le cas de l'Oklahoma, le dénonciateur recevra $10 000 de l'État. Donc on a un système épouvantable, qui, à certains égards, pire que le surveiller et punir dont parle Michel Foucault. Là, il s'agit de surveiller et punir à tous les niveaux, avec des problèmes énormes que pose la question de l'accès à la pilule abortive. Aujourd'hui, aux États-Unis, plus d'un avortement sur deux sont faits avec des pilules abortives qu'on peut acheter sur le marché libre, mais qui sont interdites dans les États qui sont contre l'avortement. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le courrier va être surveillé? Est-ce que les facteurs vont être dénoncés? Est-ce qu'il va y avoir tout un trafic qui va prendre place et donc une espèce d'économie de surveillance et de délation qui est une des formes de régression de la démocratie américaine aujourd'hui et une des conséquences directes de l'arrêt Dobbs. Donc ça, c'est un arrêt qui, à beaucoup d'égards, est catastrophique parce qu'il renforce la polarisation de la société américaine entre démocrates progressistes et républicains très, très conservateurs et les contradictions d'un fédéralisme qui n'est pas fait pour prendre une décision à portée nationale. Ça, c'est quelque chose de presque impossible. Alors, il y a des contre-mesures, c'est-à-dire que les progressistes, eux, qu'est-ce qu'ils font contre ça? Ils ont proposé, par exemple, qu'il y ait une loi fédérale qui rende l'avortement permis, disons, jusqu'à la 15e semaine ou 14e semaine dans l'ensemble du pays, mais il n'y a pas de vote suffisant pour passer une loi fédérale parce qu'il faut une supermajorité au Sénat, c'est-à-dire avec la règle du filibuster, et ça, les démocrates ne l'ont pas. Donc une loi fédérale, c'est à exclure. Mais il y a d'autres solutions intermédiaires débattues aujourd'hui qui sont assez intéressantes, d'ailleurs innovatrices. Une des solutions qui avait été proposée par la gauche du Parti républicain, c'est dans les terres fédérales des États conservateurs, ça peut être le Mississippi, ça peut être le Texas, les terres fédérales, c'est les casernes, c'est les parcs nationaux, c'est les terrains des tribus indiennes. Ben là, on pourra très bien
mettre des cliniques d'avortement, parce que c'est le fédéral, ça ne relève pas du droit des États, et là, on sera libre de faire ce qu'on voudra, ou monter des conseils de Planned Parenthood, qui est l'équivalent du planning familial, qui donnera des conseils aux femmes qui ont besoin de conseils sur l'avortement, l'éviter, avoir accès à des pilules, etc. Donc on pourrait faire ça, ce qui serait assez extraordinaire, effectivement, de voir ces États morcelés, où soudainement, dans une caserne ou dans une tribu indienne, ou dans un parc national, il y aurait des cliniques qui vont pratiquer ce que veut interdire l'État. Et puis, il y a d'autres contre-mesures, c'est-à-dire d'interdire la surveillance du courrier, par exemple, d'interdire ou de punir. Une autre solution qui a été adoptée par la Californie, c'est pour les femmes qui ne peuvent pas avoir recours à un avortement dans leur État, de les inviter, de payer leur voyage en Californie et de payer le remboursement de leurs soins. Mais ça, il faut un État très riche comme la Californie pour faire ça. C'est des mesures un peu exceptionnelles. Et il y a toute la question de la pilule abortive, c'est très bien, ça simplifie les choses, mais ça peut avoir des conséquences médicales, donc il faudra consulter des médecins. Alors maintenant, on peut le faire par le téléconseil, on n'est pas obligé de voir un médecin de façon personnelle, ça c'est protégé par le fédéral, mais c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des suites médicales? Et là, vous risquez d'être dénoncé pour un avortement. Même problème pour les femmes qui ont des fausses couches. On va soupçonner que ce n'est peut-être pas vraiment des fausses couches. C'est assez fréquent aussi, malheureusement, quand on est enceinte, on peut avoir une fausse couche. Et évidemment, on va vous soupçonner d'avoir fait une tentative d'avortement. Donc, on a un système de délation, de soupçon qui va se créer et qui est assez terrifiant, je dois dire. Et on en voit des traces même aujourd'hui. Par exemple, Facebook depuis aujourd'hui, interdit de consulter ou donner des informations sur comment se renseigner sur un avortement ou sur l'accès à la pilule abortive. Ça a disparu de Facebook. Par contre, si dans Facebook, vous voulez vous renseigner sur où acheter un pistolet le plus vite possible, là, il n'y a pas de problème, vous avez toute l'information à votre disposition. Donc, deux poids, deux mesures. Amazon, qui vend les pilules abortives, Amazon limite maintenant les ventes de ces pilules. Donc, il y a, vous voyez, des grandes institutions comme Facebook, comme Amazon, entrent dans cette société inquiétante de surveillance et qui montre, je crois, une terrible régression dans le fonctionnement de la démocratie américaine. On pourrait penser que ça faciliterait effectivement peut-être une réélection de Trump ou une candidature de Trump, en tout cas en 2024. Les choses sont plus compliquées que ça, c'est-à-dire parce que tout va dépendre du degré de mobilisation des femmes modérées aux États-Unis. Il faut bien comprendre que l'immense majorité des femmes démocrates, de l'ordre de 85%, sont pour l'avortement sous la plupart de ses formes. 34% des républicaines sont pour l'avortement, c'est petit, mais enfin c'est quand même substantiel. Et la majorité des Américaines et des Américains d'ailleurs sont favorables à l'avortement, de même que la majorité des catholiques aux États-Unis sont favorables à l'avortement. Donc face à une opinion publique qui est largement favorable à l'avortement, la décision, elle va peut-être aider dans les États très conservateurs où les évangéliques pèsent beaucoup, comme l'Alabama, le Mississippi, Oklahoma, Kentucky, des États comme ça. Mais dans les États où les villes ou les suburbs pèsent beaucoup, c'est-à-dire très souvent les swing states ou les battleground states, qui sont les États décisifs pour les élections présidentielles, et on parle de 5-6 États, c'est je ne sais pas, le Colorado, la Virginie, ce sont des États qui pèsent beaucoup, le Nevada. Dans ces États-là, la mobilisation des femmes plutôt centristes, plutôt modérées, risque d'être beaucoup plus forte que d'habitude parce qu'elles sont très mécontentes de cette décision, et elles risquent de se mobiliser comme elles se sont mobilisées en 2018 au moment des élections de mi-mandat en 2018, et ça peut faire porter atteinte, disons, à la majorité républicaine. Ça peut être décisif pour le camp démocrate. Donc, et c'est un peu la hantise de Trump, c'est que si les femmes se mobilisent contre les républicains qu'on dénonce pour leur extrémisme,
à ce moment-là, je risque de perdre un vote qui est essentiel dans les quelques États qui font l'élection, parce que le système américain est très inégalitaire. Tout se passe dans 4 ou 5 États dans les présidentielles. Et vous pouvez être élu avec une minorité d'États, mais ce qui compte, c'est le collège électoral. Donc c'est un système qui est très, très inégalitaire et très curieux. Donc il y a cette inquiétude-là. Et évidemment, la stratégie aujourd'hui des démocrates, c'est de se focaliser sur les gouverneurs ou les parlements des États les plus excessifs qui interdisent l'avortement dans tous les cas, même en cas de viol, même en cas d'inceste. Et là, ça va permettre, disons, dans la publicité démocrate, de dire, voyez, les républicains sont des extrémistes. On ne peut pas voter pour un parti comme ça, et Trump lui-même est un extrémiste. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que c'est un extrémiste, c'est ce qui se passe aussi dans les auditions du Congrès aujourd'hui, où on voit un Trump qui poussait pour l'invasion du Capitole, y compris avec des gangs armés, et donc qui donne l'impression d'un président qui est à la fois sans contrôle, dangereux et extrémiste. Donc un extrémiste s'ajoutant à un autre, c'est pas bon comme signal. Du coup, les républicains et Trump lui-même sont très discrets sur la... Ils en parlent très peu parce qu'ils se rendent compte que c'est peut-être pas le moment où ça risque de mobiliser les démocrates contre eux, y compris d'ailleurs pour les élections de mi-mandat qui vont avoir lieu en novembre 2022, ce novembre, où c'est probable que les démocrates perdent la majorité à la Chambre des représentants, très probable, mais étant donné ce qui se passe aujourd'hui, et la réaction du vote féminin en particulier contre le renversement de la décision Dobbs, donc l'abolition du droit à l'avortement, là c'est très possible que les démocrates, grâce à cette décision, à la réaction contre cette décision, c'est très possible que les démocrates l'emportent au Sénat. Et donc s'ils l'emportent au Sénat, ça va beaucoup diminuer le pouvoir des républicains. Donc tout ça est un contexte qui n'est pas favorable à Trump, d'autant plus qu'il y a des concurrents aussi à Trump, des gens qui sont plus rationnels que lui, moins fous, moins cinglés, moins extrémistes, et qui montent, on les voit poindre à l'horizon, des gens comme DeSantis, qui est un candidat très, très dynamique, très conservateur, mais plus rationnel que Trump en Floride, donc il a des rivaux, et s'il y avait des primaires avec Trump comme candidat, c'est pas du tout sûr qu'il l'emporte dans ces primaires. Oui, mais je dirais que c'est un danger parmi d'autres, ce n'est pas seulement la droite religieuse. Qu'est-ce qui met en danger la démocratie américaine aujourd'hui? Elle a été conçue, cette démocratie, comme quelque chose qui, disons, chez les fondateurs de la démocratie américaine, ce qu'on appelle les pères fondateurs, les rédacteurs de la Constitution américaine, avaient la hantise que trop de démocratie tue la démocratie, et leur hantise, c'était, et Tocqueville aussi qui écrit sur cette démocratie, une peur d'une tyrannie de la majorité. D'où la prolifération de contre-pouvoirs, de poids et de contrepoids, de checks and balances, pour limiter le pouvoir du fédéral, le pouvoir central, le pouvoir fédéral. Et comment est-ce qu'on l'a limité dans l'architecture de cette démocratie américaine? Eh bien, en multipliant les élections, en ayant un système bicaméral, en ayant des mandats courts pour les présidents, en ayant 3 branches du gouvernement, législatif, exécutif, judiciaire, avec un système fédéral qui faisait que les États aussi pouvaient contredire ce qui se passait au niveau central, au niveau fédéral. Donc toute une série de mesures qui sont contre-majoritaires, dans le fond. Et le problème, c'est qu'on bascule en ce moment vers quelque chose d'autre. Le vrai danger, je dirais aujourd'hui, et les évangéliques font partie de ce danger, c'est pas une tyrannie de la majorité, c'est une tyrannie des minorités. Une tyrannie des minorités qui sont les États les plus réactionnaires qui veulent abolir toute forme d'avortement, là où les évangéliques sont nombreux. Tyrannie des minorités aussi parce que le Sénat, avec la règle du filibuster, la supermajorité de 60 voix, sur 100 voix, il en faut 60 pour passer des textes de loi importants, ce qui permet à une minorité au Sénat de bloquer la loi majoritaire. Aujourd'hui, qui a la majorité au Sénat? Ce sont les démocrates, mais une majorité d'une voix. Et donc, il y a toute une série de lois qui ne peuvent pas passer parce qu'il leur faudrait avec 10 voix en plus. Donc, la minorité des républicains, qui ne contrôlent pas le Sénat aujourd'hui, peut bloquer des lois de la majorité. Donc ça, c'est un énorme problème. Et puis, il y a d'autres problèmes de ce type qui existent à tous les niveaux.
est-ce que c'est normal que dans les élections présidentielles, il y ait l'archaïsme du collège électoral qui est toujours là et qui fait qu'on peut être élu sans la majorité des voix? C'était le cas de Bush fils, c'était le cas de Trump. Il n'avait pas la majorité des voix, c'était son adversaire Hillary Clinton qui avait une majorité de voix, mais il avait la majorité au collège électoral, majorité faible d'ailleurs, 70 000 voix, mais il avait la majorité au collège électoral qui surreprésente les régions rurales des États-Unis, les régions non urbaines, et qui donne un poids donc excessif à une minorité d'Américains, mais qui sont dans les États qui pèsent dans le collège électoral. Le Wyoming, par exemple, il y a quoi, 900 000 habitants, et le Wyoming au Sénat et au collège électoral, ça pèse presque autant que la Californie qui a 40 millions d'habitants. Donc c'est un problème qui est propre à la démocratie américaine, mais qui la fragilise. Et puis ajouter à ça des juges élus, nommés plutôt à vie par un Sénat qui est conservateur, puisque Trump, c'est unique, il a réussi à nommer 3 juges à vie, qui sont des juges favorables aux libertés religieuses et à l'abolition de Roe v. Wade, du droit à l'avortement. Ça aussi, ça montre la fragilité du système ou le caractère antidémocratique du système. Donc c'est ça la difficulté, c'est que la crainte des fondateurs, tyrannie de la majorité, en réalité est une crainte infondée, et la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est que les minorités agissantes sont capables de bloquer la loi de la majorité à tous les niveaux, que ce soit au niveau judiciaire, au niveau politique, au niveau des élections présidentielles. Donc c'est ça le gros problème américain aujourd'hui, c'est la tyrannie des minorités, et l'une des minorités, mais pas les seules, c'est aussi des catholiques, c'est aussi d'autres, entre parenthèses, les fameux juges de la Cour suprême que j'évoquais tout à l'heure, c'est une majorité de catholiques, ce n'est pas des évangéliques. Pourquoi? Parce que les évangéliques ne font pas de très bonnes études universitaires aux États-Unis, ils ne sont pas très doués pour les études, alors que les catholiques, qui eux, ont tout un système d'universités catholiques créé par des jésuites et d'autres, ont fait de très bonnes études, et grâce à des sociétés très conservatrices comme le Federalist Society, qui sont des sociétés que les étudiants de droit des meilleures facs américaines, qui seront des clercs puis ensuite des juges de la Cour suprême, sont membres du Federalist Society. Et le Federalist Society, c'est une société qui est une pépinière, dans le fond, d'originalistes, beaucoup plus que d'évangéliques. C'est une pépinière de catholiques très conservateurs qui veulent que la lecture de la Constitution soit fondée sur ce que j'appelais tout à l'heure l'originalisme. L'évangélisme, ça vient là-dedans, pourquoi pas aider les évangéliques, mais ce n'est pas leur principale préoccupation. Donc on a toute une série de phénomènes qui s'accumulent parallèlement et qui fragilisent la démocratie américaine. Donc les évangéliques, oui, mais ils ne sont pas la seule cause du problème, de l'affaiblissement de la démocratie américaine aujourd'hui. C'est une démocratie qui devient très fragile, je dirais.